Est-ce que vous croyez qu'il peut exister une critique qui soit juste, par exemple? Même personnel, et les critiques, justement, moi je comprends très bien ça, sont toujours personnelles en général. Je veux dire, quand ils pensent du mal de quelque chose, ils cherchent à faire du mal à la... Parce que quand on est critique, c'est un mouvement d'humeur, comme ça, le lendemain c'est passé, on pense autre chose. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast d'Hétérotopie. On se retrouve aujourd'hui avec une bonne partie de la rédaction. Je suis accompagné actuellement de Clément Sabatier, bonjour. Bonjour. César Bernard, bonjour. Bonjour. Anthony Morera. Bonjour. Nicolas Garcia. Et bonjour. Et moi-même, Jean-Baptiste Navarrete. On va parler aujourd'hui du film de Hong Sang-soo qui s'appelle Seul sur la plage la nuit, film réalisé en 2017, qui est paru à la Berlinale en 2017 et sorti en France en 2018. Donc on notera dans ce film la présence de Kim Min-hee qui est directement la femme de Hong Sang-soo et qui donc ce film, on peut dire, s'inscrit dans la continuité de l'autre film, donc Le jour d'après. On va laisser César en parler. Alors justement, j'ai pas vu malheureusement Le jour d'après, donc je sais pas si je peux parler de continuité. Mais oui, voilà. Mais en tout cas, voilà, ce qui est intéressant avec les films d'Hong Sang-soo, on l'a déjà dit, c'est que voilà, ça travaille toujours à peu près les mêmes motifs et qu'il s'agit à chaque fois, selon les films, de voir les petites différences qu'il y a. Et là, ce qui m'a étonné, et mais avec joie, c'est que le film, je trouve, est très différent des autres, hein, même si on reste voilà dans un style Hong Sang-gan, ou je sais pas comment on dit. Et ce qui m'a marqué surtout, c'est que le film, Hong Sang-soo s'attache à filmer autre chose que l'univers urbain, alors que voilà, c'est quand même ce qui s'attachait à filmer les rues de Séoul, les petits bars, les petits cafés, les petits restaurants où les personnages se saoulent souvent. Et là, ce qui m'a marqué, c'est qu'il y a un rapport beaucoup plus métaphysique au paysage notamment. Et ce qui m'a marqué notamment, c'est une des premières fois où Hong Sang-soo fait des contre-plongées, c'est-à-dire où le personnage est presque plaqué sur le ciel, chose qui est très rare, où on voit généralement les personnages plutôt plaqués justement sur un univers urbain, presque en plongée souvent. Et pour moi, ça se rapporte à une mélancolie qui serait plus européenne d'une certaine manière. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui se tisse dans l'esprit du spectateur parce que le film commence en Allemagne. Et il y a un rapport qui est mélancolique et qui est complètement différent de la mélancolie qu'on connaît donc Sang-soo, qui est plus sociétale. Et là, il y a quelque chose qui tire vers la condition humaine de façon beaucoup plus générale. Et c'est ce souffle qui m'a beaucoup plu. Et donc Nicolas ? Alors je suis tout à fait d'accord avec toi César, notamment sur ce que tu dis. Il filme pas les mêmes espaces. Après, là où je mettrais une nuance, c'est que par exemple, prends ce début en Allemagne, ça se passe à Hambourg. Et en fait, c'est ce déplacement pour moi, c'est plus un déplacement de choix de lieu dans la ville. Mais en Chang-soo, pour moi, ça reste un cinéaste de la ville pure. Et je dirais que même la deuxième partie, ça reste quand même une bourgade, une ville, enfin en tout cas un espace habité. Ils rencontreront toujours des gens. Il y a jamais d'absence, il y a jamais de grands espaces. Il y a toujours quelque chose d'assez pour le coup qui est urbain, mais dans un autre sens, dans une autre manière. Clément et Anthony semblaient pas forcément d'accord. C'est pas que je suis pas d'accord, c'est juste que moi ça m'a rappelé un autre film, et du coup c'est pas si inédit que ça dans la filmographie de Hong Sang-soo. Ça m'a rappelé In Another Country avec Isabelle Huppert, où on était vraiment aussi dans un film rural et en même temps qui était dans la même lignée que Seul sur la plage de la nuit. Et c'est pour moi je rapprocherais Kim Min-hee et Isabelle Huppert comme étant le même personnage
où elle est très isolée, très détachée de tous les personnages. Elle est dans un espace qui n'est pas le sien. Et ça, c'est vraiment ce qu'on retrouve dans In Another Country. Elle est comme étrangère finalement à un pays qui est pourtant, dont elle est pourtant originaire. Et c'est quand même ce détachement qui m'émeut moi dans ce film, c'est qu'elle est toujours victime d'un amour malade, d'un passé malade où elle a fait plein de conquêtes et qui n'ont abouti à rien. Et c'est dans cette ivresse, dans l'ivresse qu'on connaît bien de Hong Sang-soo, que elle va justement apostropher tout un peu ses amours fantômes, ses amours passés, et qu'elle va dire un peu les quatre vérités, comme elles se font à chaque fois dans les films de Hong Sang-soo, grâce à l'ivresse, prendre vraiment toute la vérité va surgir de l'ivresse, et ça c'est un thème qui pas si inédit chez Hong Sang-soo, mais qui reprend un film passé avec Isabelle Huppert, et qui tisse justement une passerelle entre ce film présent et sa filmographie passée. Alors je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est un très beau film. Ce qui m'intéresse, c'est les pas de côté vraiment que fait le film par rapport au... Enfin, je vais continuer ce qu'a dit César, vraiment c'est pas de côté qu'il fait par rapport aux autres films d'Hong Sang-soo. Par exemple, tu parlais de In Another Country avec Isabelle Huppert. Là, je pense que ce qui change fondamentalement, c'est que, et ça choque la première fois, Hong Sang-soo ne file pas en Corée du Sud, et il me semble... c'est la première fois qu'il fait ça. Est-ce que je me trompe? Je pourrais pas te dire précisément. Je crois qu'il a filmé au Japon. Il a filmé au Japon. Et en tout cas, son prochain film sera pas en Corée du Sud, ça c'est sûr, vu que c'est à Cannes. Oui, effectivement. Donc, on a l'impression qu'il y a déjà... on sent que Kim Min-hee vient apporter quelque chose de nouveau à son cinéma. Donc, ouais, d'international. Hein, un des pays... Enfin, non seulement un dépaysement, avec la caméra de Claire qui va se passer à Cannes, avec le retour d'Isabelle Huppert. Là, on a ce premier pas de côté qui est très surprenant, et on a, tu parlais de contre-plongée, César, il y a cette scène où Kim Hee et son ami à Hambourg descendent une colline, qui est un plan qu'on voit assez rarement, un espèce de plan de nature comme ça, qui est découpé par le trait que forme la colline, et qui est quelque chose d'assez nouveau chez Hong Sang-soo. Il y a évidemment le plan qui fait d'ailleurs l'affiche du film, où on voit Kim Hee qui s'imprime sur le ciel. Disons des espèces de cadrage comme ça assez nouveau. Il y a aussi évidemment cette structure très bizarre qui est à la fois un pas de côté et en même temps une synthèse, parce qu'il y a quand même un film dans le film au début, parce que la première partie du film se termine et on a l'impression que Kim Hee sort d'une salle de cinéma, donc comme si la première partie était un film, et la dernière partie c'est un rêve. Donc on a à la fois on pense évidemment à Ewan et les hommes, qui a aussi une longue partie de rêve, où le personnage principal essaye encore une fois de restructurer sa vie à travers le rêve, de sublimer tout ce qu'elle vit, son état amoureux qui se retrouve de façon limpide ici. Et je trouve la scène avec cette espèce d'avatar donc Sang-soo très belle. Et voilà, le film est un peu hybride à ce niveau-là. Et César qui voulait rebondir dessus. Ouais, moi je voulais rebondir pour continuer dans les pas de côté que fait Hong Sang-soo par rapport à ce qu'il fait. Et c'est notamment, Clément, tu parlais que voilà l'alcool révélait une certaine vérité, et toujours, le film déroge pas à la règle, mais ce que j'ai trouvé intéressant dans ce film, c'est que là il est plus question de fumer, il y a beaucoup plus de pauses clopes que de scènes où les personnages se saoulent. Surtout que les post-clopes ne sont plus simultanément dans les poses d'ivresse. Oui. Elles sont détachées. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que comme si il y avait un décalage, et que finalement... parce qu'il y avait des post-clopes aussi dans les films de Hong Sang-soo, mais non, mais c'est intéressant. Que là, ce qui intéresse Hong Sang-soo maintenant, c'est plus le fait de boire, c'est le fait d'être en pause, le fait il y a quelque chose de, voilà, ce que je disais, il y a quelque chose de métaphysique. Et de revenir aussi sur son passé, sur son vécu. Voilà, exactement. Et comme s'il avait besoin d'une nouvelle rupture après l'alcool, comme si, pour rajouter quelque chose à son cinéma, il avait besoin de rediviser à nouveau des séquences.
Ouais, bah, exactement. Et il y a par exemple cette scène où l'actrice fume une cigarette seule et chante une chanson comme ça, ou des discussions entre personnages. Ouais, la séparation des hommes et des femmes aussi, Ouais. qui est très présente dans ce film, où on voit plusieurs scènes où les femmes vont s'isoler dans une cuisine ou s'isoler sur une terrasse Ouais, exactement. et laissent les hommes entre eux. Et les hommes qui n'ont rien à se dire, et des femmes qui parlent de leur vécu et de leur rupture par rapport à l'autre sexe aussi. Et je pense qu'il y a vraiment un approfondissement des structures chez Aung San Suu à chaque fois. Là, effectivement, à un niveau purement micro, il y a ces pauses clopes qui rajoutent quelque chose. Il y a aussi cette manière de faire son cadre, donc les contre-plongées. J'ai aussi noté à chaque fois qu'on a une vue sur l'horizon, donc il y a une ligne horizon qui se crée, elle était penchée. Il y a quelque chose d'assez et toujours pensé dans le sens de la route, ou quand c'est Kim Min-hee qui est allongé et qu'on a la vision sur l'horizon de la mer, dans le sens de sa tête. Donc il y a quelque chose de... C'est étonnant parce qu'on dirait qu'il y a presque un retour à la structure ludique les derniers films avaient plus ou moins abandonné, ou en tout cas c'était beaucoup moins présent, cette idée vraiment d'un film qui serait à la fois un rêve, à la fois un film, enfin l'espèce d'indifférenciation comme ça et qui dit vraiment enfin la place centrale qu'a ce personnage dans le film, enfin que absolument tous les éléments du film sont subordonnés à Kim Hee, et même l'image, on a remarqué une saturation des couleurs qui est assez rare chez Aung San Suu, comme si voilà, enfin tout le regard de Kim Hee faisait littéralement plier le réel et le rendait plastique, et ça dit toute la puissance que que Aung San Suu donne à ce personnage qui est et en même temps c'est un personnage qui est quand même qui est profondément mélancolique, mais qui a une puissance sur les réels assez rare dans les films Aung San Suu. Nicolas ? Et du coup, juste pour finir sur la structure générale, il y avait, et du coup, un niveau micro, j'ai expliqué, un niveau macro, il y a quelque chose qui est de l'ordre de ce qu'il a tenté déjà dans le jour d'après, où moi, je suis toujours pas arrivé à percevoir la structure, parce qu'il y a quelque chose de complètement irréel. Je pense pas qu'on puisse la percevoir. Qui rejoue la rencontre. Alors que justement dans ce film, il y a quelque chose qui est beaucoup plus appréhendable. On comprend où est le rêve, on comprend. Et pour moi, ça reste c'est encore une amélioration pour moi de la structure d'Aung San Suu par rapport au jour d'après. Ouais. Et je pense que Kim Min-hee a un impact là-dessus. C'est une figure semi-fantasme, semi-fantôme. Mais je trouve quand même que la structure narrative, elle est difficile à percevoir. Enfin non, c'est pas ça, mais ce que j'aime bien, c'est qu'elle est pas du tout linéaire. Ouais, enfin non, c'est évidemment qu'elle est pas linéaire, mais disons qu'elle change. Par exemple, chez Aung San Suu, on a des structures parfois en diptyque ou en 4 parties, où vraiment c'est des structures très marquées, alors que là, j'ai l'impression que le film il s'écrit au fur et à mesure. Moi, quand j'ai vu le carton 1 puis 2, je me suis dit bon, ça va être un film en 4 parties ou je sais pas, et puis non. Ça s'étend comme ça, puis au bout d'un moment il y a une séquence de rêve comme ça, et qui mixe comme ça des structures comme ça. Je trouve ça génial, et ça change un petit peu par exemple des diptyques qu'on a beaucoup vu dans les années 2000 chez Warastakul, chez Aung San Suu, Lynch. Et là, je pense que vraiment, je vais finir là-dessus. Je pense que ça prouve que c'est un film pivot dans la filmographie d'Aung San Suu, et qui prouve vraiment que c'est un des plus grands cinéastes aujourd'hui. Anthony ? Ouais, je rejoins totalement César là-dessus. Il y a à la fois là, il y a une structure qui est disons plus lisible que les 2 films précédents, et en même temps qui reste étrange. Il y a beaucoup de critiques qui ont comparé la structure à une structure lynchienne. Enfin, on fait souvent ça avec Aung San Suu. Là, ce qui est intéressant, c'est que malgré l'apparente, on a vraiment l'apparent cloisonnement des séquences et des parties, on a quand même un espèce de personnage hyper énigmatique qui est un espèce de personnage un peu loufoque qui se promène comme ça dans toutes les parties du film, et qui vient par exemple la façon dont la première partie se clôture est extrêmement étrange. La caméra fait un panoramique sur les personnages qui s'en vont,
elle refait le panoramique et on dirait que la caméra cherche Kim Min-hee qui a disparu. Le panoramique continue et là on a ce personnage bizarre qui embarque Kim Min-hee sur son épaule. Le film la partie se termine comme ça. Voilà ce type cette façon de terminer la séquence un peu permet de mettre à mal un peu cette trop grande lisibilité de la structure, et on retrouve d'ailleurs ce personnage dans d'autres séquences ou quand il nettoie les vitres, des choses assez Voilà, et c'est vraiment la puissance du cinéma de Hong Sang-soo, c'est à la fois l'instantané du tournage, puisque c'est des films qui s'écrivent au jour le jour, et là je trouve que ce qu'il apporte dans ce film, c'est l'instantané du montage. Un film qui s'écrit, enfin en tout cas on a l'impression, mais moi j'ai envie de le voir comme ça, qui s'écrit, qui se fait au montage comme ça. Et pourtant il y a quand même des instants de rupture quand même dans ce... Parce que même si le film s'écrit à mesure qu'il se déroule, j'ai l'impression aussi qu'il y a des gros moments de rupture où je parlais de détachement tout à l'heure. C'est Kim Min-hee aussi qui dirige aussi ce rythme-là, et c'est peut-être elle qui provoque aussi cette écriture à mesure du film. Et tout se passe à travers cette relation au passé dont elle nous fait part à chaque fois dans ces discussions autour de table, ou ce plan de séquence de 10 minutes avec une sorte de je sais pas, c'est une ancienne relation qu'elle a dans le restaurant où ça crée une scène de jalousie après, et c'est vraiment elle qui dirige le film d'Hong Sang-soo, et ça c'est assez improbable quand même. Nicolas? Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que c'est un film qui est vraiment un pur exercice de style dans les ruptures successives, en fait. Je pense que dans ce film, c'est rupture sur rupture, sur rupture, sur rupture. Et en fait, à chaque fois, là où ça crée une rupture chez nous, ça crée aucune rupture concrète chez les personnages. Ouais, et c'est ça qui est incroyable. Les personnages ne sont pas gênés, alors que nous, le personnage de Kim Min-hee est quand même un personnage qui est extrêmement gênant par moment et qui peut passer à l'euphorie à un autre moment. Donc, en même temps, je pense que c'est plutôt... Voilà, je dirais qu'en fait c'est vraiment là où le jour d'après pouvait être ultra touchant. Ce film est juste un film parfait au niveau de la gestion des ruptures. Pour revenir juste à cette gestion des ruptures, ces ruptures-là aussi, faites et dirigées par Kim Min-hee, elles sont faites à l'intérieur d'un plan séquence qui sont chers à Hong Sang-soo, et qui, pour moi, est un personnage montage, du coup. C'est elle qui monte le film, qui séquence les plans séquences, et parce qu'elle passe, son personnage est en rupture aussi. Elle passe de scènes où elle dit les 4 vérités à son interlocuteur, puis après rigole de ce qu'elle vient de dire, puis après renchérit sur quelque chose de grave, quelque chose de lourd, puis on revient en légèreté, et elle crée un montage d'émotions à travers un plan séquence de 10 minutes, sans cut. Et seulement sur le spectateur, pas sur les personnages, en fait. Exactement, c'est ça qui est incroyable. C'est une dimension très, très théorique qu'avait travaillé De Palma, cette idée du personnage monteur, et que à chaque fois c'est on dirait un personnage qui reconstitue des bouts, qui a vraiment, on pense à Blowout, on pense à Snake Eyes, vraiment un personnage qui reconstitue Body Double aussi, et vraiment ce que je trouve incroyable, c'est que même elle crée des ruptures de ton à l'intérieur. Ça veut dire qu'on passe vraiment, c'est très fort ce qu'il arrive à ménager entre les scènes de comédie, et tout à coup on a cette musique qui vient poser une rupture, et qui avec le personnage qui a des espèces d'épiphanie soit quand elle chante, ou même quand elle fait cette prière devant le pont, des espèces de moments de rupture comme ça dans la scène, alors qu'on a l'impression d'être dans une scène tout à fait prosaïque, et là tout à coup Kim Min-hee crée une rupture métaphysique pour le coup à l'intérieur de la séquence, et qui structure la séquence. Et c'est vrai qu'en termes même de structure de plan séquence, je trouve d'une précision, d'un génie incroyable. Assez incroyable. Et on va conclure avec Nicolas. J'aimerais juste laisser une image dans la tête du spectateur de l'auditeur pour la fin de ce podcast. C'est vraiment ce que tu as dit, Anthony. Tu es généreux. Oui, toujours. C'est vraiment cette arrivée au pont, quand elle s'arrête et que la caméra juste continue un pas.
Et en fait, juste ça, en dessous, te donne l'impression, elle s'arrête, je m'arrête. Et c'est vraiment la soumission du réalisateur, parce que ça semble être le cas, à son actrice, donc tout ce que tu disais sur le personnage montage, oui, s'amuse, sa femme, tout ce que vous voulez, de toute façon, la relation est passionnante pour le coup, on voit que ça produit des choses formellement assez... Et en même temps, on n'a même pas besoin d'imaginer, de conceptualiser leur relation par rapport à Hong Sang-soo pour que ce soit juste un geste de mise en scène magistral en fait, et c'est ça que je trouve vraiment beau dans le film, et pour moi ça symbolise toutes ces ruptures, et en fait voilà, on a cette scène en tête, maintenant dites-vous que tout le film est comme ça. C'est donc ici qu'on va mettre fin au podcast. C'était donc à propos du film Seul sur la plage la nuit de Hong Sang-soo. On vous remercie, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre page Facebook ainsi que sur notre site internet hétérotopie.net. Vous pouvez aussi nous suivre sur YouTube, sur lequel donc on poste nos podcasts, et donc aimez, partagez, commentez un maximum. On vous souhaite une très agréable journée ou soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Salut. Au revoir.